La vie d'une femme n'est-elle pas une suite de dangers à traverser, une série de bonnes ou de mauvaises rencontres qui vont infléchir et parfois abîmer sa sexualité, toujours dépendante de son environnement familial, des hommes rencontrés, du contexte social et culturel dans lequel elle vient au monde. Au premier temps de leur vie, filles et garçons ne se différencient en rien. Tous deux sont psychiquement bisexuels et amoureux de leur mère. Puis, au stade phallique, la petite fille remarque le grand pénis bien visible d'un frère ou d'un camarade de jeu, le reconnaît comme la réplique supérieure de son propre petit organe caché. Dès lors, elle est victime de l'envie du pénis. D'emblée, elle a jugé et décidé. Elle a vu cela, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. Elle va en concevoir un grand dépit, détester sa mère du préjudice de l'avoir fait naître fille et se réfugier, comme dans un port, dans l'amour de son père, duquel elle attendra un enfant. La fille a donc deux tâches à accomplir. Après une première phase homosexuelle, elle devra se tourner vers son père. Elle devra aussi abandonner son clitoris comme zone érogène directrice au bénéfice du vagin. De l'Oedipe au féminin, il n'y a, contrairement à sa version masculine, aucune raison de vraiment en sortir. Car la fille, contrairement au garçon, n'a pas grand-chose à y perdre. Je cite Freud, « Elle aspirera à trouver dans un futur époux les qualités de son père et sera disposée à se soumettre à son autorité. Son désir, inassouvissable en son fond, de posséder un pénis, peut trouver une satisfaction si elle réussit à compléter son amour de l'organe en amour de l'homme. Freud fait de l'envie du pénis, de la volonté d'être un homme pour une fille, le roc de la castration. » La sortie de l'Oedipe au féminin reste assez floue et s'accomplit, selon Freud, dans le devenir mère. Selon Marcos Zafiropoulos, dans son ouvrage « La question féminine de Freud à Lacan, la femme contre la mère », publié en 2010, Freud impute aux filles l'idéal oedipien des fils voulant épouser des mères, et non l'idéal de la femme pour elle-même. Lorsque la femme devient mère, cela ne règle pas la question de son désir de femme en tant que femme. Le désir de la femme est d'être désirée et ne se superpose pas à la jouissance de la mère, jouissance fétichiste. Il termine son ouvrage par « On comprendra que c'est bien l'analyse de l'Oedipe et de la castration au féminin qu'il faudrait maintenant reprendre. » Freud anticipait la critique de sa théorie, demeurée, selon son propre aveu, obscure et lacunaire. Il y répond dans une note de bas de page adressée aux hommes féministes et aux analystes femmes qui peuvent considérer que ces arguments peuvent servir à donner une justification théorique à la tendance innée de l'homme à mépriser et à réprimer la femme. Que redoutait Freud dans son refus de l'égalité des sexes? Une égalité des sexes ferait-elle flamber le narcissisme des petites différences face à l'écrasement de la verticalité, du primat phallique? Le complexe fraternel risque-t-il de battre son plein avec sa violence sans fin? Freud termine son œuvre par l'homme Moïse et la religion monothéiste, soucieux de préserver l'ordre totémique transcendant, et parallèlement invite ses successeurs à reprendre l'énigme de la femme. Je n'ai pas fini du tout. Je commence à peine. Bon, mais j'y retourne. La théorie freudienne de la féminité a d'emblée fait l'objet de vives polémiques dès les années 20 dans la communauté analytique entre Vienne et Londres et a été enterrée pour éviter une scission. Dans le séminaire 19, ou pire, Lacan raconte comment il a été appelé par Simone de Beauvoir avant de pondre le deuxième sexe. Il déclina cet honneur, mais rouvrit la question dans son texte
propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, écrit avant d'organiser en 1960 le congrès d'Amsterdam pour lequel il sollicite Françoise Dolto. Elle va aller au charbon, prendre le parti de l'ignorance pour faire échec aux dogmes et aux préjugés, ne se faire le disciple que des patients, des enfants, des nourrissons, en une description phénoménologique, pléthorique, de l'évolution de la petite fille jusqu'au devenir femme. Elle rédige Sexualité féminine, la libido génitale et son destin féminin dès 1960 et le remaniera jusqu'en 1985. Quelle réponse apporte-t-elle à Freud quant à la version féminine du complexe de castration et de l'Oedipe? Selon ses observations, la petite fille est d'emblée hétérosexuelle, sensible à la présence de son papa, dès que ses besoins vitaux sont satisfaits par la mère. Les sensations de la petite fille sont d'emblée vaginales et clitoridiennes. Elle a un trou et un bouton. Le moment de déconvenue de la petite fille à la découverte de son clitoris de taille inférieure est un moment très fugitif et vite dépassé. Les deux sexes se rencontrent biologiquement dans la complémentarité. L'un a un pénis et l'autre a un clitoris et un vagin. L'envie du pénis, selon Dolto, est un désir de pénis, centripète, d'attirer à soi, et non l'envie destructrice d'être un homme, simple conséquence d'un environnement social qui entrave ses capacités de sublimation, l'assigne à un rôle de mère qui comporte le risque d'une dérive fétichiste vis-à-vis de ses enfants qui deviennent, du fait de sa relégation sociale, son seul débouché libidinal. Une éducation dans la valorisation de son sexe et dans la vérité de ce qu'elle vit permet la constitution chez la fillette d'un comportement émotionnel féminin puissant et d'un comportement sexuel futur non frigide. Elle voit sa mère comme porteuse de l'avenir qui lui est promis. Le mari est un attribut phallisant, valorisant pour la femme. L'enfant est un autre attribut, signalant la puissance, donc valorisant. Sa mère possède les seins enviés des femmes. De nombreuses observations attestent que la fille qui se sait porter le nom du père, accolé à son prénom, si elle reçoit une certitude qu'elle a été désirée fille par son père et comme telle, à l'image de sa mère, sans pénis, alors elle accepte très rapidement sa caractéristique sexuelle, sa forme vulvaire de bouton avec un trou, comme une gratification paternelle et une promotion maternelle. Cette citation de Dolto répertorie en peu de mots les points cruciaux du devenir femme qui vont lui permettre de désirer, d'accéder à la jouissance sexuelle avec un partenaire, à la capacité d'enfanter et à la possibilité de prendre sa place dans la société dans laquelle elle vit. Autrefois, il y avait répression et ignorance. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a d'autres travers. Les filles n'accèdent pas à la valeur érotique de l'acte. La vie humaine est tout entière symbolique et je crois que l'important, ce n'est pas d'abord la fécondité du corps, mais surtout la fécondité affective et spirituelle. Ce n'est pas la jouissance des seuls corps des deux amants, c'est leur jouissance de cœur et d'esprit ensemble. Et ce n'est pas parce que l'on va faire une gymnastique, un travail de perfectionnement sur les génitoires, que ipso facto, cela fera une meilleure compréhension amoureuse entre deux êtres, dit-elle. Françoise Dolto va rappeler la dure condition masculine. Ce qu'il faut dire cependant, c'est que ce sont plutôt les petits garçons qui sont parfois plus traumatisés que les filles par le manque de pénis chez celles-ci. Et par conséquent, ils réagissent souvent, selon la description de Freud, en méprisant le sexe féminin par crainte d'une identification dangereuse. Pour Dolto, il est plus difficile d'être un homme que d'être une femme, l'homme étant toujours menacé de perdre son pénis, la zone érogène de l'homme est exposée à tous. Devant les filles, devant les rivaux, si le mâle ne s'exhibe pas, érectile, turgescent, on va le juger faible, on va le plaindre,
ou on va le rejeter, ce qui détruit la fierté masculine du garçon. À quelles dures conditions de témoignage constant l'homme doit-il le droit de se considérer comme porteur de son sexe? À ses côtés, sa compagne, riche de ce qu'elle cache, dans une continuité, une stabilité, au rythme immuable des lunes. La femme, pour être femme, n'a pas besoin que les autres dans la vie le lui disent constamment. Pour devenir génitalement mûre, il lui faudra un homme qui l'aime. Pour ma part, je trouve qu'au jeu des sorts narcissiques, elle est la mieux pourvue. C'est fini? Non. Alors, justement, on va aborder maintenant les enjeux contemporains. Mais 5 minutes. Oui, 5 minutes. Plus le complexe... C'est là que c'est strong. Plus le complexe de virilité de la femme est désinhibé, plus elle est apte à supporter sa passivité et sa position sexuelle féminine. Tant qu'elle était interdite d'égalité sociale, son envie du pénis, ou plutôt ce qu'il venait signifier comme privilège masculin, se manifestait dans la sphère intime par une hostilité et un ressentiment vis-à-vis de l'homme. En plus de la science et des poètes, dont Freud attendait le dévoilement de la sexualité féminine restée pour lui continent noir, les évolutions sociétales pourraient être d'un bon accès pour voir comment cette sexualité va se modifier. Après les 3 blessures narcissiques infligées à l'homme par Copernic, Darwin puis Freud, les avancées du féminisme constituent-elles la nouvelle blessure? N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Dixit Simone de Beauvoir. Nous vivons actuellement un moment de transition historique, de mutation anthropologique avec en filigrane un nouvel épisode de la guerre des sexes. Face à l'éclosion du désir féminin, le pouvoir masculin a fondu. Comment les hommes et les femmes vont pouvoir se rencontrer? Dans quel but? Avec quel projet? 4 orientations travaillent aujourd'hui notre société. Elles modifieront la place des femmes dans le social et donc sa sexualité, toujours intimement liée. L'évolution vers un matriarcat, une prise de pouvoir par les femmes est-elle possible? Ce pouvoir l'ont-elles jamais eu? Le récit biblique de la création montre un premier Adam primordial bisexuel. La création d'Ève, à partir d'un de ses côtés, l'arrache à sa complétude et l'ouvre au désir. La femme reste ancrée aux lois de la création par son horloge biologique, que la science ne semble d'ailleurs pas pressée de chercher à repousser, et par son infériorité dans le rapport des forces physiques qui demeure à ce jour incontestable. Jusqu'où irons-nous dans l'indifférenciation sexuelle? Aujourd'hui, les prénoms et les vêtements sont souvent indifférenciés dès l'enfance. Comment un homme va-t-il pouvoir affirmer sa place d'homme face à une femme qui serait devenue son égale? L'homme est devenu réticent face à l'attente désirante des femmes. Si ce mouvement se poursuit, où chacun choisira sa part de masculinité et de féminité, indépendamment de son sexe biologique, émancipé d'une définition sociale de son sexe, que deviendra le désir avec cet émoussement de l'altérité? Peut-on redouter un retour au patriarcat? Le retour d'un certain extrémisme religieux et ses effets néfastes sur les femmes peuvent-ils faire régresser en profondeur notre organisation sociale sur le modèle du livre de Michel Houellebecq, Soumission? Enfin, GPA pour tous, le test de paternité depuis les années 80 a-t-il eu un rôle décisif dans le lâcher de lest des hommes vis-à-vis de la liberté sexuelle des femmes? Dans son ouvrage « La création de la femme », Theodor Reich montrait que le récit de la Genèse, où Ève, mère des vivants, est extraite du corps d'Adam, n'était qu'un fantasme masculin visant à compenser
l'incapacité des hommes à enfanter de manière visible. Aujourd'hui, la science est en passe de réaliser ce fantasme immémorial. Si Freud a mis au premier plan l'envie du pénis des femmes, il est beaucoup plus allusif sur l'envie d'enfanter des hommes. Assiste-t-on aujourd'hui à une tentative d'appropriation des capacités procréatrices de la femme? GPA aujourd'hui, utérus artificiel demain? À la disjonction de la sexualité et de la procréation, va-t-il succéder un découpage du corps des mères en fonctions différenciées, donneuses d'ovocytes, femmes porteuses, mères d'intention, nouvelle version, trinitaire cette fois, du clivage entre mères idéalisées et femmes de désir ravalées? S'achemine-t-on vers une forclusion de l'ordre biologique et génétique? Auparavant, mater semper certa est. Maintenant que tout enfant peut savoir qui est son père de manière certaine et comment se font les enfants de la manière la plus prosaïque, l'investigation sexuelle, la pulsion épistémophilique consistera-t-elle à demander « Qui est ma mère ?» Je vais conclure. La femme occidentale restera-t-elle bénéficiaire de son émancipation? Quelles seront les représailles de son complexe de masculinité assumé, de moins en moins dissimulé derrière une mascarade? Quelle sera l'issue de l'extension du domaine de la lutte au féminin? La misère sexuelle sera-t-elle pour les femmes demain? La modernité ne les expose-t-elle pas au risque de n'être ni femme ni mère? Les générations futures accepteront-elles enfin qu'une mère puisse être une femme et qu'une vraie femme puisse être mère, sans la cliver, sans la contraindre à choisir, sans découper son corps en fonctions utilitaires et monnayables? 30 minutes, hein? Non, 25. Non, j'ai commencé après. Vous êtes culotté, vraiment. Alors, vous avez des questions à poser? Les hommes? La dame là-bas. Monsieur Haddad, vous parlez après? Oui, maintenant, après la dame. Là. J'aimerais ajouter quelques précisions au niveau. Ce qui m'a. Il y a des petites confusions en fait entre pénis et phallus, qui n'est pas la même chose sur un plan inconscient. Non. Et ça ne veut pas dire la même chose. Non. Il n'y a pas les femmes, la femme, c'est les femmes. La jouissance, c'est pas le plaisir génital. La jouissance inconsciente. Voilà, je n'ai pas tout compris. Oui, justement, effectivement, si on lâche, si on lâche pénis et phallus, effectivement, c'est ce qui permet ce saut. On n'est pas sur les mêmes registres du discours, en fait. Voilà, il y a différents discours, et là, il y a une confusion de discours. Le phallus, c'est le pénis imaginaire. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est le pénis imaginé, dans l'imaginaire, j'ai le bien compris, phallus. mais c'est pas... C'est pas... Oui. Voilà, j'ai du mal, en tout cas, à m'y retrouver dans Bien sûr. Oui, mais du coup, effectivement, on perd une dimension, on perd l'ancrage dans la réalité des corps. Et c'est pour ça, justement, que je termine avec une possible forclusion du génétique et du biologique. On perd une dimension, c'est tout. Bien. Bah, écoutez, il n'y a plus de questions. Monsieur Chabot, c'est à vous. Alors, présentez-vous. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu essoufflé. J'ai dû me faufiler entre les gilets jaunes. Normand Chabot, psychologue à Mahavard 95, psychanalyste, président fondateur d'un centre de consultation pour adolescents, consultation gratuite et limitée dans le temps. Je remercie très chaleureusement Mahavard, M. Marceau, Mme Bitton, d'avoir convié à ce congrès sur la psychanalyse. Et je voudrais faire juste un petit clin d'œil à notre ami Dr Pommier. Compte tenu de mon statut franco-canadien, je dédie mon intervention à Élisabeth II, car c'est ma reine.
Alors, évidemment, psychanalyse et travail social, ça fait pas très sexy. Mais néanmoins, j'ai trouvé un autre titre. Festina lente. Alors, il a été beaucoup question ce matin de la civilisation dans laquelle on vivait. Et j'ai envie de commencer par « Tout vient à point, qui sait attendre ?» On est dans une société vite fait, comme disent les jeunes. On veut tout de suite. On revendique qu'il y aura une grève générale demain pour les revendications. En un mot psychanalytique, c'est une jouissance sans entrave qui se présente à nous, démultipliée et qui a du mal à se faire réguler par ce qu'on appelle vulgairement... Vous voulez quoi, monsieur? Merci, monsieur Ben-Simon. Qui ne passe pas nécessairement par la castration. Et en même temps, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. C'est-à-dire qu'on encourage les gens de plus en plus, on s'y efforce, même si réfréner la pulsion est impossible, à composer avec la frustration, avec la privation. Et précisément, il y a un dicton québécois, je ne sais pas s'il est français ou autre d'ailleurs, qui dit quelque chose comme ça: « Nous voulons votre bien et nous l'aurons. » Dans ce caractère vite fait, bien fait, tout de suite, puisque je parle des travailleurs sociaux, j'ai toujours préconisé aux institutions, aux employeurs, de financer sur leur denier un outil professionnel essentiel aux travailleurs sociaux. Ce sont les baskets. Il faut courir vite. Je crois que quelques-uns se sont reconnus au balcon. D'ailleurs, je leur donne mes salutations amicales à ces collègues de Mahavar qui me supportent avec courage et abnégation parce que je suis très chiant, asocial et très peu commode. Donc, s'il y en avait une devise analytique, ce serait peut-être festina lente, c'est-à-dire un très bel oxymore, hâtons-nous lentement. On a beaucoup parlé de la nécessité du temps ce matin et de prendre le temps, voire de ne pas agir en présence du patient, de l'hébergé, etc. La psychanalyse pour tous, c'était le vœu de Freud, on en a parlé aussi ce matin. D'autres l'ont poursuivi. Mais il se posait la question également, et qui n'a pas été cité, donc je m'autorise à le faire, il se posait la question pour Freud de comment ne pas mêler l'or de l'analyse au plomb de la suggestion. La psychanalyse dans le social, c'est comme un discours, une approche clinique, et non comme une cure analytique. C'est la psychanalyse aux prises avec le social, les deux pieds dans la cité au sens du terme grec. La psychanalyse dans la cité, et non pas, comme dans ces livres de vulgarisation, la psychanalyse pour les nuls. Il ne saurait être question pour nous de laisser entrevoir une bonne façon de savoir vivre, une seule manière de renouer le lien social, sous peine de laisser planer sur le sujet une certaine honte de vivre. Notre réponse à cette anomie consiste plutôt à prendre le temps qu'il faut et à se montrer disponible, voire docile, dupe en un mot, et notre présence réelle n'implique pas d'emblée une volonté pour le bien du sujet. Adaptabilité, normalisation, etc. C'est une modalité où le professionnel se prête à accompagner le sujet afin qu'il puisse construire, inventer son propre projet de renouage social. Pour le dire autrement, il suffit de se laisser décompléter de sa fonction, le tout éducatif ou le tout thérapeutique, en pluralisant l'autre, le grand autre social, éducatif, parental, en s'autrifiant soi-même, c'est-à-dire en devenant nous-mêmes autres à soi-même, et en se faisant le partenaire attentif de l'élaboration singulière du sujet. Secrétaire actif de l'aliéné
nous tentons d'occuper cette place vide de tout savoir préétabli, mais pas sans acte. Pour ce faire, il y a donc une nécessité d'une réponse en acte, car l'urgence permet de se soustraire à l'inertie et de renouer avec les vertus conclusives de la hâte. Notre tâche consiste donc à accueillir l'inattendu et notre réponse à nous relever de la surprise. Mais un paradoxe s'impose à nous. Entre la demande et l'accueil peut s'immiscer l'urgence. Ça urge, comme on dit. Pour l'autre, c'est-à-dire le professionnel, comme pour les sujets qui demandent. Urgence psychique qui préside souvent à une demande expresse et qui précipite l'accueil. Or, sans répondre promptement à toute demande, il nous importe de distinguer hâte et précipitation. Sinon, ce serait le précipice de la réponse preste. D'où l'importance, selon moi, des entretiens d'admission pour tous, ce qu'en jargon analytique, on appelle les entretiens préliminaires. Autre paradoxe, la hâte, l'urgence ont la valeur de dissiper le mirage du transfert. Cet outil pourtant indispensable pour permettre l'entrée dans le lien qui unit les patients aux professionnels. Comment se débrouiller avec ces paradoxes? Nous le disions plus haut, le temps nous est compté. Il y a souvent des durées limitées de prise en charge. Il y a l'angoisse qui occupe les deux partenaires, aussi bien le professionnel que le patient, avec ces questions récurrentes, que faire, qu'espérer, que proposer. Et il y a le risque de sombrer dans une volonté de toute puissance vis-à-vis de nos usagers. J'adore cette expression française, les usagers. Ça use, ça use. Et puis, il y a une certaine appréhension contemporaine de tout ce qui relève du supposé savoir, non pas du savoir absolu, hegelien, mais du sujet supposé savoir. Et puis, enfin, c'est comment déterminer le tact et le timing dont parlait Freud dans la technique psychanalytique, alors qu'on est un peu poussé à agir. Alors, pour distinguer hâte et précipitation, disons que la hâte, ça peut se calculer, même si ce n'est pas un calcul mathématique, alors que souvent la précipitation, non pas météorologique, mais dans l'acte, ça relève plutôt du passage à l'acte. Or, il y a aussi une distinction à apporter, parce que je dis il y a une réponse en acte, entre acte et action. L'acte, l'exemple de Lacan, c'était César franchissant le Rubicon. Eh bien, il y a un avant et il y a un après. Un acte, ça porte à conséquence, même si ce n'est pas réfléchi. Alors que l'action, ça relève plutôt du savoir-faire. Et j'aurais envie de dire, ironiquement, c'est plutôt le faire, FER, du savoir, c'est-à-dire un savoir costaud. Et comme le disait Freud, parlant de l'interprétation, le lion ne bondit qu'une fois, donc il ne faut pas se louper. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut mettre un frein à l'impossible à supporter, autre nom de notre clinique à tous, qu'elle soit sociale, psychiatrique, addictologique, etc. Certes, l'éthique peut se contrôler avec un père. On se fait aider, on peut se faire aider par les autres. Mais aussi la surprise qui se distingue de l'étonnement. Et enfin, comme le disait Blaise Pascal, encore faut-il savoir se laisser incommoder. L'étonnement, comme la surprise, concerne aussi bien les patients que les professionnels. Jacques-Alain Miller avait cette expression pour l'analyste. C'est un surpreneur de réel. Là où la surprise surgit dans le discours du sujet, dans le mi-dire ou dans le non-dit. Encore faut-il, pour l'analyste ou le professionnel, désirer être surpris pour pouvoir à son tour surprendre, sans attendre par là un appel à la suggestion, comme je le disais tout à l'heure, voire même à la provocation.
Je ne vais pas évoquer ce qui a été dit ce matin sur la technique active de Ferenczi, mais disons qu'il mouillait un petit peu trop sa chemise. Il y avait de très bonnes baskets. Donc, autant de surpris que de surpreneurs qui, certes, n'occupent pas la même place, la même position. Avec Theodor Reich, nous avons celui qui flirte avec la confusion des places. Pour ce dernier, dans la surprise, s'exprime la révolte contre la prétention à reconnaître quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, mais qui est devenu inconscient. Il s'agit pour lui d'une réaction à l'accomplissement d'une attente inconsciente. Donc, je termine la citation, donc un manque de tact ou de timing, c'est-à-dire une interprétation manquée ou erronée ou à côté de la plaque, peut entraîner l'effroi, le Schrenken chez Kant, l'effroi chez le patient. C'est en quoi l'étonnement se veut pour Reich, et je le cite, une condition préalable de la connaissance de nos couches psychiques les plus profondes. Et elle se manifeste lorsque l'analysé s'oppose soudain comme étranger à sa propre pensée. Ce dernier passage de Reich sied à merveille avec le sentiment de nos patients. Ils se disent eux-mêmes étrangers à leur pensée, étrangers à leur corps, étrangers à l'intimité ressentie. Rappelons que le psychologue surpris, le titre du livre de Theodor Reich, a retenu l'attention de Jacques Lacan. Je le cite. « Ce qui est attendu de la séance, c'est justement ce qu'on se refuse à attendre, de craindre d'y mettre trop le doigt, la surprise a souligné Reich. D'y mettre trop le doigt, justement, la fureur sanandi, c'est-à-dire la fureur de guérir l'autre, peut prendre le pas et garder la main. Freud disait dans son conseil aux médecins que c'était sans doute la chose dont il fallait se méfier le plus, la fureur de guérir. Ayant plutôt en tête ce conseil du même Jacques Lacan émis lors du séminaire 7 sur l'éthique, je le cite, « Pour qu'il s'agisse du champ qui peut être valorisé comme proprement éthique, il faut que nous n'y soyons par aucun biais intéressés en rien. De n'être intéressé en rien ne signifie pas de rester indifférent à la dimension clinique, sociale, professionnelle du patient. Là réside le dilemme, le difficile équilibre entre le désir de savoir du clinicien et son implication particulière dans une institution, c'est-à-dire hors du cabinet de l'analyste. Comment laisser place à la contingence alors que le temps nous est compté? Comment ne pas forcer la surprise et l'étonnement tout en usant de prudence? Si la durée limitée de la prise en charge peut désangoisser le patient, parce qu'il dit « je ne vais pas en prendre à perpète pour avoir une certaine forme d'autonomie sociale, j'espère que ça va se finir un jour, cette prise en charge », il peut être susceptible de précipiter le thérapeute, le professionnel, le travailleur social dans l'urgence, justement, puisque la visée, c'est l'autonomie dans une durée limitée. En un mot, comment se rompre à l'idée de n'être pas grand-chose, une espèce de semblant d'objet pour le patient, alors que notre responsabilité est engagée et que l'évaluation fait rage. L'acte analytique se vérifie toujours après coup, sans pour autant qu'il puisse être évaluable selon des indicateurs universels. Les problématiques du sens, souvent, l'emportent sur ses effets. C'est l'éthique des conséquences qui doit prendre en considération l'autre à qui on a affaire, contre celle des intentions, c'est-à-dire la belle âme, c'est aussi bien Hegel que Kant. Et lorsque l'explication du sens de nos actions ne résorbe pas les exigences
de l'évaluation, l'obligation de résultat se montre encore plus pressant. J'ai pu entendre dans les services où je suis passé, vous allez me rendre ce patient docile au traitement médical. Faites admettre à cette personne qu'elle est schizophrène. Faites quelque chose pour que ce sujet accepte enfin ce travail. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourtant, je n'ai jamais eu d'harcèlement au travail. Difficile de quantifier les indices de marée psychique, tout comme il est évident que l'orientation analytique met à mal la soi-disant guérison épistémique, la guérison par le savoir, c'est-à-dire vous expliquer par A plus B de quoi souffre le patient, il va guérir. Ben non. Ou en termes plus actuels, selon la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, l'éducation thérapeutique. Non, mais je soupire. Ah, il est vrai qu'il peut être déstabilisant de ne s'appuyer que sur si peu, sur pas grand-chose. On serait désarçonné pour moins que cela. Pourtant, l'étonnement est susceptible... Je vais vite, hein? Ouais, ah, bah alors, merci beaucoup, au revoir. C'est bon. L'étonnement est susceptible de s'inscrire dans une durée. Ça peut durer l'étonnement, on peut s'étonner longtemps. Malgré la répétition, et peut-être même à cause de cette répétition, c'est un état d'esprit. Il y en a, on dit de quelqu'un, tiens, celui-là, il a toujours l'air étonné. Ça a toujours un petit côté... Hein? Vous avez compris, il y a quelqu'un qui suit. Alors que la surprise, elle, relève du discontinu, de l'éruptif. On ne peut pas s'y installer. Ou alors on se pose de vraies questions. Je suis surpris tout le temps. C'est inquiétant. Inutile d'ajouter que les institutions lambda peuvent résister, voire rejeter l'au-delà de cet état d'esprit. Comme il y est recommandé souvent dans ces institutions, parce qu'ils ont des pressions étatiques, ils ont des pressions financières, ils ont des pressions d'évaluation. L'HAS, l'ARS, je ne vais pas toutes les nommer, on va se faire des amis. Comme il y est recommandé de ne pas acter, mais plutôt d'agir, d'où les baskets, d'où le vite fait, bien fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Et aussi, accessoirement, il faut savoir compter. Prestation à l'acte, par exemple. Dans ce temps court de prise en charge, nous pouvons y repérer des effets thérapeutiques, certes, quelques contre-indications, mais c'est plutôt rare, de possibles orientations sur mesure. Mais il peut s'agir également d'une étape, d'un cycle, avant que le patient ne demande autre chose. Une analyse, par exemple, souhaitant questionner l'inconscient dont il est sujet. En cela, nous pouvons accepter de rater la prise en charge de la bonne façon, sans manquer à notre place. Je vous remercie. Bon, j'ai trouvé très intéressant votre prise de parole. Par contre, je suis pas sûre d'avoir compris votre conclusion. Voilà, je suis un petit peu frustrée. J'aimerais bien mieux comprendre votre conclusion. Ah, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Soyez plus précise parce que la... Là, j'entends pas. Là, j'entends pas. Je pense que je suis restée dans prendre le temps d'aller vite, comme les TGV, etc. J'ai à un moment donné, je comprends pas votre conclusion. Recommencer. Ben, puisque Gérard Haddad ne vient pas, je recommence. Non, mais je rigole.
C'est mon côté surpris tout le temps. Alors, Alors- Gérard Haddad était là. Malheureusement, le retard que nous avons pris ne lui a pas permis de rester parmi nous. Il est parti il y a quelques instants. Il vous prie de l'excuser. Il est parfaitement désolé d'être parti. Et il était très intéressé de tout ce qui a été partagé pour l'instant ici. Voilà. Donc, je vais anticiper. Et c'est donc moi qui vais prendre la parole. Il faut que je réponde à la dame. Elle va être doublement frustrée. Elle va être privée d'une Cher réponse. monsieur, c'était une blague. Pour reprendre vos propres plaisanteries sur votre départ anticipé. Just kidding. Je suis un sujet de Sa Majesté. Non, mais en plus, c'est la faute à Israël Feldman qui a été beaucoup trop long ce matin. Je ne sais pas où il est. Alors donc, si on reprend l'une des devises fictives de la psychanalyse, qui est un oxymore, hein, hâtons-nous lentement. C'est-à-dire qu'un psychanalyste, ça peut être vu comme quelqu'un qui s'assoit dans un fauteuil, l'autre s'allonge ou pas, le patient, et il dort, et ça dort un certain temps. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer 30 à 40 ans. Donc, c'est pour ça que je dis, hâtons-nous, c'est-à-dire pas le passage à l'acte, pas la précipitation qui est un passage à l'acte, un acting out, mais plutôt ne pas laisser de côté l'acte, qui ne se calcule pas à 100% comme un calcul mathématique. C'est la dimension de la hâte, qui permet de faire surgir autre chose que la répétition. Donc, comment rompre la répétition, sinon en surprenant ce que le patient est en train de dire, mais qu'il n'entend pas lui-même, par exemple. Et donc, effectivement, comme il n'y a pas de recette en psychanalyse, comme dans toute chose, hein, mais là, on parle de psychanalyse, il n'y a pas de recette qui fonctionne. Donc, on rate. On rate toujours l'objet dont il est question, mais encore faut-il rater de la bonne façon. Au lieu de dire, comme il a été dit ce matin, faire de la... Je crois que c'est monsieur... Je ne sais plus... à table, je crois qu'il parlait de ça, psychanalyse sauvage. Ah, il y en a qui y vont, pas par quatre chemins, avec leurs gros sabots, puis ça y va, les interprétations. Vous avez rêvé de la tour Eiffel, donc céphalique, etc., etc. Donc on peut se planter quand même. Mais de là à faire des ravages, c'est autre chose. Mais on peut rater. Et c'est ça, rater de la bonne façon. Sans manquer à sa place. C'est-à-dire qu'il y a des réactions thérapeutiques négatives, c'est pas grave. Il y a du transfert négatif, mais c'est pas grave. De là à dire qu'il faut faire l'analyse de son propre contre-transfert, voilà. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de la dimension de l'acte qui est à distinguer de l'action à tout prix. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et si c'est pas bon, on trouve une autre solution, une autre solution, une autre solution. Alors que parfois, c'est dans le non-agir qu'on arrive à déterminer une solution, mais qui n'est pas... C'est tout. Madame Ilou, allez. Monsieur Marceau, vous voilà très lacanien. Ouais. Alors, M. Haddad n'a pas eu la patience, il est parti, il avait un Non, pas du tout. rendez-vous. Monsieur Haddad a eu toute la patience du monde, mais il Voilà. est attendu. Je suis moi-même attendue pour mon propre séminaire en province et je vais faire très court. Très vite, allez. Voilà, très vite et très court. Alors, je suis censée vous causer du complexe d'Oedipe. Autant dire que parler à des psys du complexe d'Oedipe, c'est comme décrire une baguette à un boulanger parisien. Ça relève un peu du défi. Sauf que, et là, un peu par le fruit du hasard, vous avez une brochette de 3 psychanalystes qui, toutes les 3, interrogeons l'hypermodernité, qui réinterrogeons les concepts qui sont les nôtres, qui remettons nos outils sur le métier pour essayer de réfléchir à l'époque que nous traversons. Et cette réflexion a une seule finalité, c'est bien entendu de faire de nous des cliniciens les plus adéquats et de faire de notre écoute le préalable de notre clinique en progrès, évidemment, de notre théorie clinique. Alors, je vais essayer de vous présenter assez rapidement ma réflexion sur le complexe d'Oedipe. La psychanalyse qui a vu le jour il y a une centaine d'années a connu finalement une trajectoire assez paradoxale,
puisqu'elle a été à la fois l'objet de nombreuses critiques et a rencontré le succès le plus durable de tous les traitements psychiques. Son outillage conceptuel, réservé initialement à une élite, est aujourd'hui passé, comme on dit, dans le domaine public. Le traitement psychique par la parole a révolutionné le regard de l'homme sur lui-même et a de ce fait participé à son devenir actuel. Et mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de cette thématique, c'est-à-dire qu'est-ce que le dévoiement, qu'est-ce que la vulgarisation, qu'est-ce que nos outils conceptuels majeurs, qu'est-ce que plus précisément le complexe d'Oedipe, passé dans le langage courant, a participé au bouleversement de l'hypermodernité. Finalement, qu'on soit pour ou contre la psychanalyse, il est aujourd'hui impossible de penser la condition humaine sans cette conscience devenue collective de l'inconscient. Mais plus encore que la conscience collective de l'inconscient, nous sommes tous pétris, depuis quelques générations, par la conscience commune d'un complexe d'Oedipe. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur ce qu'est le complexe d'Oedipe. Encore une fois, je ne vais pas décrire une baguette à un boulanger. Je vais simplement rappeler, très rapidement, que c'est dans une lettre à Fliss, qui date de 1897, que Freud écrit « J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. » Et puis, 3 ans après, il va formaliser ceci en concept. Et dans l'interprétation des rêves, il évoquera la tragédie grecque de Sophocle et la légende du roi Oedipe. Et puis, dernier point important de l'élaboration du concept en question, du complexe d'Oedipe, il complétera le complexe d'Oedipe par le complexe de castration, qui est sa résultante ontologique, qui est son corrélaire absolu, qui est son articulation impérative. Le complexe de castration résultant de l'angoisse de castration, elle-même prenant racine dans la culpabilité oedipienne, est l'agent régulateur, l'organisateur de la différence des sexes. Et nous voilà aujourd'hui dans une société, vous allez voir, mon propos est vraiment dans la suite parfaite des propos de Magali Cohen-Tayeb, et qui vont très bien s'articuler avec les propos de ma camarade de gauche. Finalement, aujourd'hui, face à une société qui nous demande de ne plus genrer la conception humaine, qui nous propose de réfléchir à l'humain humus loin de son sexe biologique, dans cette hypermodernité qui a été bouleversée, bien entendu, par la disjonction du sexuel et de la reproduction, mais qui a été bouleversée par cette faillite du père, des pères, de ce père symbolique, celui-là même dont il est question dans le complexe d'Oedipe. Alors, l'hypermodernité ou la postmodernité, on ne va pas y revenir très longuement. J'ai travaillé plus de 5 ans sur ces affaires-là, donc je vous fais grâce de longs détours. Disons simplement que, comme le montrent les philosophes Jean-Philippe Lyotard et Gilles Lipovetsky, ce qui caractérise cette hypermodernité, c'est la faillite des idéologies. C'est ce qu'ils nomment la chute des grands récits, l'ébranlement des fondements absolus de la rationalité, la désaffection du militantisme, en bref, la perte et la fin de l'espoir en un avenir, et c'est bien entendu la perte de la foi religieuse pour commencer. Très schématiquement, c'est le no futur des années 70-80 des Sex Pistols. Et cette crédulité ambiante, à cette crédulité ambiante, s'est ajouté un phénomène d'accentuation, d'un mouvement d'individuation de la modernité, de l'individuation freudienne, du cas par cas, du singulier, qui finalement a été poussé à son paroxysme jusqu'à l'individualisme. Cet éclatement, cette atomisation du sujet s'est accompagné d'un délitement, bien entendu, du collectif, mais c'est aussi accompagné
sans doute d'une crise et d'une perte des repères et des références aux aînés. C'est une crise des références aux maîtres, c'est une crise des références au savoir, c'est une crise globalement de la verticalité. Mais cette verticalité dit aussi une crise de la transmission du père à l'enfant, de la crise finalement de ce qui constitue le complexe d'Oedipe dans sa filiation. Alors, je vous ai posé un peu en vrac tous les outils pour que vous puissiez m'accompagner encore 5 minutes sur mon propos. Comme vous l'avez vu, le complexe de castration s'appuie, lui, sur un levier inconscient qui est la culpabilité. Mais le complexe d'Oedipe étant devenu une tarte à la crème, partagée et connue de tous, que reste-t-il d'une culpabilité? Que reste-t-il d'une culpabilité à quelque chose qui, somme toute, est normal? Alors, on l'a tous expérimenté et on l'expérimente tous de nombreuses fois dans nos cabinets. Alors, attendez, le monsieur me demande quelque chose. Vous voulez que je parle comme ça? Ça vous va, là? Bien? Bon. Alors, il y en a plein d'anecdotes cliniques, je vais vous en raconter qu'une seule parce qu'elle est brève. J'en avais une autre, mais elle est plus longue. Je reçois un enfant avec ses 2 parents, et puis l'enfant, bien entendu, prend place à ma place, alors que mon siège est évidemment le mien, entouré de livres, d'un thé, de désordre, même de mon écharpe sur le siège en question. Le père dit vaguement à l'enfant que c'est peut-être pas sa place, et encore que. Je demande à l'enfant de bien vouloir se déplacer et me rendre ma place. Et le père me dit, pour commencer, oh, vous êtes vachement obsessionnels, les psys, quand même. On pourrait peut-être s'asseoir ailleurs, je sais pas, bon. Et puis finalement, en interrogeant le motif de la consultation, tout à fait par hasard, la mère me dit, il dort dans mon lit, il adore. Bah, c'est normal, c'est l'Oedipe. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien. Alors, si tout va bien quand un enfant de 8 ans dort dans le lit de sa maman, que reste-t-il du complexe d'Oedipe? Eh oui, vous voyez, ça vous fait sourire. Mais finalement, nous, psychanalystes, travaillons avec des outils conceptuels que nous ne remettons pas forcément en cause. Qu'est-ce que le complexe d'Oedipe aujourd'hui, quand il est dévoyé, généralisé, pas simplement partagé par tous, mais normalisé? S'il est normal de désirer sa maman pour un petit garçon, et s'il est bien entendu normal de dormir avec elle, et si cette normalité est soutenue par tous, ceci au regard de la parole du père, dans ma petite anecdote clinique, qui considère que finalement, il n'y a pas tellement à respecter la place de l'autre. Symboliquement, qu'est-ce que dit le père à son enfant quand il me dit à moi, oh là là, les psychanalystes, vous êtes vachement obsessionnels, pas grave, il y a d'autres chaises dans la pièce. Qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Bien entendu, il ne pose pas la loi. Évidemment, il ne restaure pas la question de la limite, ce qui bien évidemment se voit au sein du couchage familial. Mais aussi, cet enfant-là, qui est enfant roi, vous avez tous entendu parler des enfants rois à notre époque, mais cet enfant roi, pour qui l'Oedipe est devenu normal, est-il encore soumis au complexe d'Oedipe? Et finalement, cette revendication que les femmes ne soient pas les seules à porter des enfants, que la reproduction ne soit pas associée à l'affection, qu'un homme qui est né avec un sexe d'homme puisse psychiquement et physiologiquement, biologiquement, vouloir devenir une femme. Que nous ayons franchi encore un pas récemment dans cette revendication idéologique de la non-genre, du non-genre, de cette émergence tranquille qui consiste à nous dire que finalement, il faudra arrêter de voir la société comme femme ou homme. Et que finalement, on devrait pouvoir se définir sans être genré.
est-ce que ça n'est pas très exactement la preuve que quelque chose de la structuration du sujet psychique, de son ancrage traditionnellement oedipien, a été dévoyé, et que finalement le complexe d'Oedipe n'est plus ce qu'il était, à moins qu'il ne s'agisse plus d'un complexe. Donc, pour conclure, complexe d'Oedipe ou Oedipe, roi déchu du XXIe siècle, pour un Oedipe décomplexé, et sans doute que ça nous amène à une interrogation. Alors je regrette amèrement que Gérard ait dû partir, parce que j'espérais que mon propos, d'une certaine manière, introduise le sien. Alors je vais m'autoriser juste 2 phrases. Gérard travaille sur un concept que je trouve éminemment clinique, d'une pertinence extraordinaire. Je vous renvoie les uns et les autres au site de l'Institut Gérard Haddad, IGH, où nos séminaires sont en ligne, qui s'appelle le complexe de Caïn, où finalement ce qu'il est en train de travailler, et puis nous ses élèves avec lui, puisqu'il reste des gens pour lesquels le complexe d'Oedipe a été pas trop mal arrimé et qui se reconnaissent encore des maîtres, eh bien le complexe de Caïn, c'est finalement revenir aux sources bibliques où l'invention, la supercherie, la fantaisie, l'originalité, cette chose à dormir debout, comme disait Lacan, de totem et tabou, n'est probablement pas le seul pivot de la structuration psychique. Et qu'un autre pivot, tout aussi essentiel, est certainement la question de la fraternité. Et à la place du fratricide spéculatif, imaginaire freudien, eh bien Gérard propose une lecture du fratricide par le meurtre de Abel par Caïn, qui est quand même le premier récit biblique, celui sans doute sur lequel s'origine, se structure, la possibilité de se socialiser et de devenir humain. Alors, au complexe d'Oedipe décomplexé, Gérard aurait dû vous proposer de réfléchir au complexe de Caïn, qui, selon toute vraisemblance, est au tout premier plan de notre clinique aujourd'hui. Voilà, c'est quelques mots pour vous proposer, sans doute, dans nos cures et dans l'accompagnement de nos patients, de ne pas entendre que de l'Oedipe, mais sans doute d'entendre, là où il faut, de la rivalité fraternelle, de la question fratricide, et sans doute de plus en plus des questions horizontales dans la conflictualisation psychique et non plus des questions exclusivement verticales. J'ai été brève, je vais prendre mon train et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Illouz. Est-ce qu'il y a une question, puisqu'un train n'attend pas? Allez-y, allez-y. Oui, oui, dites-moi, allez-y. Le micro, attendez le micro. Non, c'est juste quelque chose, vous avez raconté votre cas, quand vous avez reçu l'enfant qui a pris votre place, quelque part ça vous a un peu dérangé, mais si vous l'aviez pris dans l'étonnement justement, parce que c'est quelque part quand on reçoit des gens, bon, voilà, l'enfant il a pris la place, mais ça aurait été bien de peut-être de le laisser justement pour voir... Alors, si vous posez une question d'ordre technique, de conduite de la cure, on peut échanger. Pour ma part, malgré mon jeune âge, je suis très à l'ancienne. Et je fais partie de ces gens qui pensent que dans le cabinet de l'analyste, on commence par imposer, entre guillemets, ou permettre à l'enfant de repérer les lois. Et dans des lois communes, on peut continuer ou on peut commencer à déployer quelque chose. Ensuite, la première intervention était celle du père. Donc finalement, ce n'est pas à l'enfant que j'ai répondu, mais plutôt au père. Alors cette anecdote, il y en a une, mais je peux vous en donner 50. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, qui retroussent leurs manches pour bosser avec les familles en guidance ou avec des enfants, on est tout le temps finalement en train de travailler autour de cette question du repérage de la limite, du recentrage, de la reformulation de la loi. Mais vous savez, on a de plus en plus de motifs de consultation au profit de beaucoup de violences au sein des cellules familiales.
Cette violence, elle est le produit de ce qui n'est pas posé, et pas simplement par les parents, mais de ce qui n'est plus posé comme étant garant d'une possibilité de vivre ensemble. Et là, on est à nouveau dans la question du fratricide et de ce complexe, à mon sens, un peu sous-évalué dans notre discipline, qui est ce concept ou ce complexe que Gérard a nommé le complexe de Caïn, et qui est toute la question de la rivalité fratricide. Alors, je vais peut-être le dire juste une fois encore autrement. Il me semble qu'à l'affadissement du complexe d'Oedipe, on a affaire à une férocité encore plus déployée du côté du fratricide et de la question de la rivalité fraternelle. Voilà. C'était la première rencontre ou pas? C'était ça que je voulais savoir. C'était la première parfaitement la première donc rencontre. c'est pour ça, Mais si vous veniez dans mon cabinet, vous verrez, tout est absolument très propre, très nickel. Et puis autour d'un fauteuil, c'est carrément pas propre. Il y a des papiers, il y a des Kleenex. Enfin bon, on ne peut pas passer à côté du fait que ce soit ma place. Mais bien sûr, non mais bien sûr, mais la première rencontre, l'enfant, tout de suite, il est rentré. C'est lui qui est rentré, qui a pris votre place. Oui. Voilà, donc c'était intéressant. Voilà. Oui, alors si vous voulez me faire dire que symboliquement, il prend la place de ses parents, oui. Enfin, c'est pas avec ça qu'on va lui permettre d'aller un peu mieux. Bah non. Je vous remercie. Non, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, on va y aller. Oui. Moi, je vais moi, je voulais Lucia, rapidement. Très rapidement. Rapidement, En fait, rapidement. vous vous êtes décrite comme une psy à l'ancienne, enfin c'est vous qui l'avez dit. Et moi, je me sens agressée par vos propos, parce que vous décrivez une loi, vous avez l'impression d'être en surplomb. Je pense que quand on travaille avec des familles, déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir la leur de loi. Il n'y a pas une loi. Je crois que c'est un discours quand même qui a fait son temps. La limite. Alors je vais vous dire. Moi, je suis à l'ancienne, et j'espère, comme vous avez pu l'entendre, je fais partie de ces gens qui pensent que nous devons impérativement renouveler notre discipline, et que le renouvellement de la discipline passe d'abord et avant tout par une écoute bienveillante. Je ne suis en surplomb de rien, et si mes propos vous ont agressé, eh bien, je vous renvoie à votre analyse, et je vous salue. Moi, j'avais une question à poser, enfin une réflexion qui m'est venue à. Je peux Rapidement, Oui, rapidement. parce Très que très rapidement. Ce qui m'a frappé dans cette Madame exposition. Mandelson attend, là. 2 secondes, c'est juste une réflexion, c'est Très, même pas très une question. rapide, alors. Ce qui m'a frappé, ça fait un peu écho bizarrement à ce qu'a dit cette dame, c'est que ce que moi j'ai perçu comme clinicienne dans cette situation, c'est une dérive quasiment incestuelle du père qui prend son fils en connivence et qui vous dragouille. Si je puis me permettre, en disant allez, fais pas chier, la mémé, là on va prendre ta place. Et alors, voilà. Et donc la question, c'est la référence à une question de qu'est-ce qui fait loi au niveau symbolique, et que effectivement, c'est pas que le cadre administratif, c'est peu importe après tout la chaise, sauf si on voit que quelque chose d'autre est en train de se marquer. Non mais voilà, quelque chose est en train de se marquer dans cette place-là. C'est tout. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Alors, je remercie Monsieur Marceau de son invitation à participer à cette journée. Je vais donc vous parler des violences faites aux femmes et de ce que la psychanalyse a à en dire, ou en tout cas de quelle manière elle peut rencontrer cette question des violences faites aux femmes. Alors, donc ces violences se caractérisent, on peut commencer par là, par leur remarquable permanence dans l'histoire et leur notable diversité, qu'il s'agisse des violences conjugales, pouvant aller du viol au meurtre, des violences de rue, s'incarnant notamment dans le harcèlement, ou des discriminations subies dans le monde du travail du fait d'être une femme. Elles ont trouvé, ces violences, dans la période récente, un écho d'ampleur nouvelle dans notre culture. Le mouvement MeToo, il y a 1 an, rendait visible la pratique du viol comme un fait social massif, jusque-là dissimulé d'une part par le déni du côté des violeurs et d'autre part par la honte du côté des violés. Il a été relayé, ce premier temps, donc, il y a 10 jours, par le mouvement Nous Toutes, qui prolonge tout en le réorientant, ce premier acte. Il s'agit désormais de la revendication d'une appropriation globale de cette question à l'échelle d'une société tout entière et non plus seulement d'une mise en accusation individualisée. Comment traiter le problème que représente la persistance d'une inégalité sociale de fait entre hommes et femmes que les avancées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en termes de droits civiques, de droits juridiques, de droits sociaux n'ont pas suffi à résoudre? Il s'agit indéniablement d'un problème politique. Une société n'est-elle pas responsable
aussi bien des impasses qu'elle a contribué à créer que des propositions qu'elle fait pour s'en dégager. En l'occurrence, la non-correspondance entre une égalité de droit et une égalité de fait est une entrave manifeste au progrès social et requiert une volonté et une action politique spécifique. Mais il se pourrait que la psychanalyse puisse à sa manière contribuer latéralement à faire progresser cette cause politique. N'a-t-elle pas à sa disposition des outils permettant d'élucider d'une part la manière dont s'est constituée cette impasse, c'est-à-dire que la femme n'est pas considérée comme l'égale de l'homme à l'échelle collective, et d'autre part ce qui empêche de se dégager de cette impasse, les dispositions légales qui établissent l'égalité n'ont pas d'effet suffisant sur les pratiques sociales. En effet, la psychanalyse a les moyens de penser la menace que la féminité ou la position féminine représente socialement et la réaction défensive à laquelle cette menace donne lieu, sous la forme d'une disqualification du genre féminin largement répandue. Par féminité, on n'entendra pas ici le groupe des individus de sexe féminin, mais une modalité de subjectivation qui supporte un savoir inconscient de l'incomplétude. Prenant le relais d'une tradition séculaire, Freud désignait le territoire de ce savoir comme un continent noir. On entend encore dans cette expression les échos de cette vieille peur du mystère féminin qui a longtemps donné lieu, et aujourd'hui encore d'une certaine façon, à des chasses aux sorcières. Or, c'est précisément en ne reculant pas devant ce que la culture a non seulement constitué comme un mystère, mais a également stigmatisé, que la psychanalyse s'est donné un objet qui lui est propre. Il n'est nullement fortuit, en effet, que ce soit dans la rencontre avec des jeunes femmes dites hystériques que Freud ait pu d'abord approcher l'inconscient. En faisant de leur corps le support d'un discours énigmatique, où les symptômes parlent un autre langage que celui de la médecine et lui résistent ouvertement, ces patientes rendaient pensable à qui voulait bien se prêter à cette expérience déroutante un autre régime du rapport à la vie. En pleine célébration de son triomphe, à la fin du XIXe siècle, la raison scientifique se voyait renvoyée à son impuissance. Impossible, en effet, d'expliquer avec les lois de l'anatomie et de la physiologie les symptômes de ces patientes. Convulsions sans cause neurologique, cécité transitoire, paralysie nerveuse ne suivant pas les trajets des nerfs, etc. Au cœur du dispositif hystérique se trouve donc une contestation en acte du savoir établi depuis un autre point de savoir que j'ai nommé le savoir inconscient de l'incomplétude, d'où se met en lumière ce que la culture n'a précisément de cesse que de recouvrir pour l'invisibiliser. Qu'est-ce que la culture recouvre donc ? Le fait qu'il n'y a pas de garantie absolue du savoir ou de la vérité. Rien ne permet de totaliser le savoir, ce qui n'empêche pas la science, évidemment, de faire de cette totalisation son horizon asymptotique. Rien non plus ne permet d'établir une vérité définitive qui ne serait pas tributaire des aléas de l'histoire. Freud a établi très clairement dans ses écrits dits culturels quelle réponse collective a été apportée à cette incomplétude difficile à soutenir individuellement. Les religions monothéistes ont permis que se constitue un point extérieur de référence à une possible totalité, de manière à ce que se trouve apaisée une angoisse existentielle fondamentale qui tient au fait que la signification de la vie humaine n'est pas donnée intrinsèquement et que la mort constitue un point de butée incontournable depuis lequel se mesure la valeur de chaque vie. La trop humaine angoisse qui s'en déduit est au cœur du mythe grâce auquel Freud pensait les conditions de possibilité de toute culture humaine. Mythe qu'on peut lire dans Totem et Tabou, qui a été évoqué plus tôt. J'en rappelle très brièvement les grandes lignes. Pour mettre fin au règne tyrannique du père originel, les fils se constituent en une bande de frères, avec pour projet commun d'éliminer cette figure de toute puissance et se répartir entre eux le pouvoir ainsi décomplété. Pour que chacun puisse avoir un peu de pouvoir, il faut que disparaisse celui qui en jouissait jusque-là en totalité. L'histoire, avec un grand H, s'ouvre donc avec le meurtre du père, c'est-à-dire avec la constitution d'une place laissée vide, qui a une double fonction. D'une part, elle tient lieu de rappel de l'acte fondateur et engage les générations de fils à la commémoration de cet événement décisif, qui est donc le meurtre du père. D'autre part, elle indexe tout exercice du pouvoir temporel des fils, relatif donc au renoncement en acte au pouvoir absolu. Or, il est toujours tentant pour les fils de se prendre pour le père, ou bien pour Jupiter, c'est la même chose, et d'oublier sur quel renoncement s'est établi leur pouvoir démocratique.
L'une des nombreuses questions que l'on peut adresser à cette construction freudienne est celle de la place réservée aux femmes dans l'espace culturel. Elles n'y apparaissent dans ce mythe que comme mère ou épouse, c'est-à-dire référées au père ou au fils, sans fonction politique qui leur soit propre. Freud ne résout pas directement ce point, mais on peut trouver dans son œuvre une manière de penser cette disparité des statuts des hommes et des femmes. Le questionnement continu de Freud sur les fondements et le fonctionnement de la culture humaine occidentale s'est accompagné d'une interrogation non moins continue, laissée ouverte jusqu'à la fin de sa vie, qu'il a ramassée dans une formule très synthétique où s'avoue discrètement la déroute masculine face à l'impensable féminin. Que veut la femme ? Was will das Weib en allemand. Or, cette manière même de poser la question indique implicitement que côté homme, la question est beaucoup plus facile à résoudre. On sait ce que veut l'homme, semble sous-entendre Freud. Il veut le pouvoir. Et c'est ce qu'il met paradoxalement dans un rapport d'égalité avec ses frères, qui le veulent aussi. Évidemment, cette égalité fraternelle se double immédiatement d'une rivalité phallique qui ouvre l'histoire à tous les aléas possibles. De fait, la démocratie n'est jamais gagnée. On en voit les aléas particulièrement clairement ces temps-ci. Alors donc, que veut la femme ? Si Freud pouvait poser la question en ces termes, c'est aussi qu'il l'avait partiellement résolue. Sa rencontre, pour ainsi dire initiatique, avec les jeunes femmes hystériques, l'avait amenée à les créditer d'un savoir autre et à se mettre à l'écoute de ce savoir. Plutôt que de les disqualifier donc dans le rôle de contestatrice du savoir établi qu'elle s'était donné malgré elle, dans une société patriarcale qui ne leur proposait que très peu de possibilités émancipatoires, il choisit de leur faire crédit de ce savoir écrit sur les corps, ce savoir qui s'ignorait lui-même, dans la mesure, justement, où il pourrait bien concerner la culture dans son ensemble. Il s'est en effet avéré que les hystériques parlent aux hommes de ce qui leur manque pour garantir leur pouvoir, et cela les rend bien sûr insupportables. Et il n'est pas très difficile d'entendre dans cette stigmatisation la matrice d'un syllogisme problématique où s'énonce une version de l'inégalité entre hommes et femmes énoncée depuis un point de vue masculin. L'hystérique est insupportable, or toutes les femmes sont hystériques, donc toutes les femmes sont insupportables. Cette logique se reproduit dans l'espace social en une infériorisation trop facilement légitimée. Pourtant, cette misogynie du quotidien résiste d'autant mieux aux dispositifs légaux qui visent à la contrecarrer qu'elle est entretenue par les femmes elles-mêmes. Ce nouveau paradoxe est repéré par Freud, c'est ce qui l'amène, par exemple, à faire du masochisme une sorte de prérogative de la position féminine. Il faudrait reprendre ce point qui est particulièrement problématique et discuté par les Freudiens eux-mêmes. Mais il est particulièrement clairement énoncé par Lacan, donc, ce nouveau paradoxe, dans une de ces formules choc dont il avait le secret et que l'on peut considérer comme une réponse à la question freudienne. Donc, la question freudienne étant « Que veut la femme ?» Lacan répond « L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur qui régner. » L'ambivalence de la position féminine apparaît ici de manière crue et s'y joue le retournement, mais s'y joue le retournement du syllogisme problématique précédemment évoqué. Si, comme le propose Freud dans son mythe, la culture ne peut se fonder que sur un postulat patriarcal, alors les femmes n'ont pas d'autre place sociale que celle qui leur est réservée dans cette organisation symbolique donnée comme seule possible. Dans cette mesure-là, elles y sont asservies. Hystérique devient alors le nom des femmes quand leur position est déterminée par un système patriarcal et non plus seulement une étiquette diagnostique. La seule véritable liberté dont elles disposent consiste dès lors à retourner le stigmate en s'emparant imaginairement du phallus. Et Lacan de poursuivre, l'hystérique fait l'homme. Il serait tentant de penser qu'il s'agit là d'une trahison de classe ou plutôt de genre et que pour échapper aux difficultés propres à son sexe, il suffit de s'identifier à l'autre sexe. Mais une ruse est ici en jeu qui empêche de s'arrêter à cette interprétation, bien que la dimension dialectique du rapport des sexes soit incontournable. Si l'hystérique cherche un maître sur qui régner, ce n'est pas forcément pour prendre elle-même la place du maître, bien que cela soit possible. Dans cette opération se joue aussi, et peut-être d'abord, la destitution du maître en tant que tel. Car seul l'esclave a le pouvoir de faire du maître un maître. Le maître dépend de l'esclave et non l'inverse. Et ça, c'est précisément ce que le maître préférerait de beaucoup ne pas savoir.
Les violences faites aux femmes peuvent ainsi être comprises à la lumière psychanalytique comme une résistance féroce contre cette inconsistance du pouvoir dont les femmes font la démonstration, souvent malgré elles. En requalifiant les femmes dès le départ grâce à l'hystérie, la psychanalyse n'a-t-elle pas ouvert la possibilité de repenser la question de l'égalité politique en repassant par les fondements psychiques de l'organisation sociale ? Je suis psychiatre, psychanalyste, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de l'exclusion et là je vais vous parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai travaillé il y a une quinzaine de jours. Et le texte que j'ai écrit, que je vais être obligée de lire parce que je l'ai vraiment écrit, me semble presque un peu fade à la lueur de ce qui se passe en ce moment en France et dans Paris, tellement ce texte, pour moi, il traverse un peu en filigrane quelques-unes des questions qu'on peut être amené à se poser sur, en tout cas, la circulation des modalités d'information aujourd'hui. Voilà. Donc, je l'ai appelé « Adolescence, monde numérique et psychanalyse ». C'est court, donc je vais essayer de le lire lentement. Logiciel, système, écran, son, images, pixels, emojis, immédiatement reconnus entre pairs du monde entier, en temps réel, dans un univers évanescent, mouvant, perpétuel. Telles sont quelques-unes des caractéristiques des mondes numériques aujourd'hui, qui chaque jour se perfectionnent et auxquels, vaille que vaille, chaque génération doit s'adapter, au risque sinon, pour les sujets de ces générations, de devenir invisibles. Nul doute que ces mondes font rencontre très puissante face à un tel miroir aux multiples reflets fascinants avec l'adolescence elle-même, adolescence qui est elle-même prise dans une temporalité évanescente, une temporalité fugace, mouvante et imprévisible. L'adolescence, moment où se joue une relation inédite avec le corps, le désir, les pulsions, moment dans lequel il ou elle, adolescent, va avancer au rythme de cette alternance de métamorphose et de nostalgie de l'enfance, oscillant, et de plus en plus longtemps, semble-t-il, entre autonomie et dépendance. Selon les cas, selon les situations que nous connaissons tous autour de nous dans notre clinique, ou pour les travailleurs sociaux dans leur relation aux adolescents, la relation de cet adolescent au monde numérique fera soit support, enrichissement intellectuel, créativité ludique et sociabilité, ou bien au contraire, il s'avérera devenir un piège redoutable au niveau de sa subjectivité, deviendra une sorte d'objet contraphobique. C'est alors le tableau de cet adolescent replié derrière l'écran, figé dans une immobilité d'où le corps semble s'être totalement absenté, on ne sait trop où, les yeux dans le vague. Et est alors évacué dans ces situations-là, mis de côté, on pourrait dire, le risque si nécessaire pourtant à prendre à ces âges-là, se lancer, désirer, faire un pas en arrière, oser, y renoncer, y retourner, affronter ses peurs, ses démons, ses rêves, en gros, affronter la question de l'altérité. Je voudrais donc vous poser mes questions et proposer ici de manière plus psychopathologique et phénoménologique, en me référant pour conclure à Freud, à sa propre relation aux images, ou en tout cas à ce que j'ai pu en comprendre, et en n'oubliant pas le fil rouge de l'adolescence. Tout d'abord, donc, arrêtons-nous sur l'étrangeté que ces outils numériques confèrent à notre perception du monde, en tâchant de ne pas perdre le fil rouge de l'adolescent. Mauro Carbone, qui est un philosophe spécialiste de Merleau-Ponty que j'ai rencontré, qui travaille à Lyon, il s'intéresse depuis une quinzaine d'années au monde des écrans dans lequel nous vivons, et justement aux modifications de la perception engendrées par leur archiprésence. Écrans, nous dit-il, qui peuvent nous suggérer par leurs promesses inquiétantes, étranges, de nous faire vivre en eux. Peu à peu, il est vrai, les écrans s'étendent, se dispersent dans l'espace des cités. Ils se rapprochent de notre corps et, véritable Alice au pays des merveilles dupliquées à l'infini, ils passent sous nos yeux dans les rues, dans les bâtiments privés, nos maisons, dans les bâtiments publics des villes, jours et nuits, dotés de la plus gigantesque taille à la plus petite. Et bientôt, nous promettons, sans doute, ils feront écrin de velours synthétique sur notre peau. Promesse dont non dénuée elle-même d'étrangérité, donc, que cette vie au milieu des écrans, un peu comme si une vie inconnue s'ouvrait à nous chaque jour davantage, à partir de nos corps, certes, mais nos corps modifiés, augmentés dans leur perception et sensations à venir. Et, qui sait, dans nos inconscients aussi. Le champ de notre vision, notre manière de voir, de regarder, de traiter de la vérité de ce qui apparaît devant nos yeux,
d'être spectateur d'illusions, de jeux de scène, de simulacres, a profondément évolué avec l'histoire. Depuis les dessins préhistoriques partagés au regard de tous sur les murs des grottes, à Narcisse se mirant seul dans la surface de l'eau jusqu'à en mourir, à la caméra obscura qui a permis d'observer le soleil à travers un tout petit trou sans devenir aveugle, l'homme a toujours cherché à voir mieux, encore et toujours. Viendront ensuite au XIXe siècle les premiers spectacles des lanternes magiques et l'avènement de la photographie et du cinéma. Comme le dit Virilio en 1984, le champ de la vision m'a toujours semblé comparable au terrain de fouille de l'archéologie. Science, médecine, art seront les grands témoins et les grands bénéficiaires de ces progrès et de l'ouverture de ces champs de vision. L'avènement du tout numérique donne à ces progrès un coup d'accélérateur majeur. L'infiniment petit devient visible, les progressions dans le champ de la recherche donnent le vertige. Un jour, enfin, on pourra voir le fonctionnement du cerveau. Un jour, pourrait-on ajouter, on pourra tout voir. La mort aussi. Revenons à notre quotidien. Pensons à celui de ces adolescents dans ce monde saturé de lumière, de sons, d'images. Regardent-ils encore les images comme nous-mêmes nous les regardions, enfants? Lisent-ils les légendes comme nous le faisions? Flux visuels, sonores, sigles et mots s'entremêlent dans un même langage, captent émotion et attention en temps immédiat. Et attention, comme on le sait, devenue bien plus rapidement saturée chez les jeunes. Mais nous-mêmes, enfants, nous regardions sans doute pas les films et les photos comme le faisaient nos parents, pour qui, par exemple, l'expression « sage comme une image » voulait encore dire quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, nous avons fini par accepter avec flegme ce bain de sensorialité diffuse. Nous vivons dans un état, et là j'en viens un peu à ce que nous vivons en ce moment, pas seulement ce qui est en train de se passer, mais comme si ce qui était en train de se passer en France, qui est grave au sens propre du terme, avait ce soubassement-là comme terrain de fond. Nous vivons dans un état à la fois un peu comateux, passivisé, et en même passif, pas pacifié, hein, passivisé, rendu passif, et en même temps dans une sorte d'alerte émotionnelle continue, rythmée par les unes qui défilent sur tous les écrans, par les sirènes dans les villes, par les alertes des réseaux sociaux, par les insultes et par les likes. Saurions-nous répondre à cette question? Qui, de nous-mêmes ou bien des images, regarde les uns ou les autres le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les images qui nous regardent? Ou les écrans plutôt? Plutôt les écrans, je dirais. Ne serait-ce pas plutôt ces images données par ces écrans qui nous dévisagent et qui savent de plus en plus de choses sur nous? Les mondes numériques dessinent de nous le portrait en images choisies du moment, sans qu'on ne sache plus ni ne questionne qui est derrière ce « il » des mondes numériques, ni du « elle » des images. Nous sont catapultés, disons plutôt, des infos illustrées du monde entier en temps immédiat, sans plus que nous, spectateurs, ne nous soucions plus ni du cadrage des images, ni du point de vue choisi par l'auteur, ni de ce qu'il veut illustrer par ces images dans son propos, ni dans quelle attente de résultat cet émetteur d'images se trouve vis-à-vis de ses destinataires inconnus. Comme si, aujourd'hui, partout, l'image partagée sur les écrans faisait preuve en elle-même de vérité intrinsèque. On imagine facilement les risques majeurs d'influence des foules déjà à l'œuvre et les facilitations de propagande. La génération adolescente est évidemment concernée au plus haut point par ce risque de modelage des opinions par les images et ces infos en boucle à un moment où la révolte intérieure secrète est si féconde, si douloureuse, si secrète. Cet état de semi-anesthésie dont je parlais tout à l'heure, également pointé par Carbone, se produit paradoxalement sous une haute dominance de sollicitation du tout émotionnel contemporain, archi-sollicités que nous sommes par des images toujours plus continues, toujours plus violentes, et qui, à la longue, abrasent et lassent ces mêmes affects. L'indifférence n'est pas loin. Ah, j'arrive pas à tourner ma page. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout à force de trop voir. On finit derrière l'effroi à ne plus avoir peur de la jouissance, à voir l'intolérable. On imagine bien, toujours chez les adolescents, que l'impact de cette vie en numérique sera totalement interdépendant de la qualité de sa vie, de ce qu'il peut partager dans la vraie vie, avec ses aînés, ses amis, en tant qu'être de langage et de corps. Sans aucun doute pour moi, la vraie fracture
facture aussi, mais fracture numérique, serait à entendre à ce niveau pour nous, cliniciens psychanalystes, dans ce qui peut ou pas s'articuler comme langage dialectisé autour de ces bains de sensorialité et d'affectivité, en respectant en même temps le monde secret, numérique ou pas, propre à cet âge-là. Travail d'équilibriste, mais si nécessaire ô combien aujourd'hui. C'est pourquoi il est si important, comme l'inventent souvent si intelligemment les travailleurs sociaux, avec les plus fragiles des adolescents, de se promener avec eux, de leur réapprendre à s'orienter sans GPS. Il faut les aider à chercher du regard un espace qui redonne au regard la possibilité de se perdre, de rêver, de créer, d'imaginer, de penser, de jouer avec des images invisibles, des fantasmes, apprendre à regarder là où l'invisible se meuble de nos pensées, rêveries, quitte à devoir grimper sur un rocher pour mieux voir l'horizon et sentir sa respiration et sa fatigue. Le corps est de la partie alors. J'ai plus qu'une page. Oui, sans doute, la géographie, là aussi, est à questionner. Et c'est une autre histoire qui demanderait un autre article. La géographie des banlieues est devenue tellement triste qu'on a l'impression qu'on nous dit « circuler, il n'y a rien à voir, plus de sentiers où se perdre ». Je saute la situation, elle était pourtant belle. Et j'arrive quand même un tout petit peu à pourquoi Freud... Non, je la cite. On a jusqu'à 5 heures. Ouais. Écoutons ce que Rabbi Nachman de Braslav disait à un jeune disciple du XVIIIe siècle. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît. Tu ne pourrais pas t'égarer. Hein? Et Freud, maintenant, très vite, je crois que c'est quand même important, c'est là-dessus que l'intérêt de cet article se fait, c'est qu'il avait, on le sait peut-être pas très bien, une grande méfiance pour vis-à-vis des images. Il était très réticent sur l'avènement du cinéma. Je saute, hein. Et cette méfiance, elle est ancienne, on la connaît depuis Platon, on la connaît depuis la mythologie. Freud et Lacan, évidemment, ont travaillé énormément sur cette question des images, à l'image à laquelle s'accroche la pulsion, l'image du rêve, du cauchemar, du trauma, le souvenir écran, ou l'image écran elle-même. Et je vous recite Freud parlant de cette scène du passé autobiographique où il évoque ce souvenir écran avec ces fleurs jaunes dans un rêve et dans lesquelles il dit « mais elles sont trop jaunes, elles ne sont pas forcément vraies, c'est une coalescence dans le temps qui me les a fait devenir plus jaunes ». Voilà le rapport qu'il avait aux images, qui consistait à dire « ce sont des images, mais elles sont textualisées, il faut les mettre dans le contexte, ce ne sont pas des images brutes ». Méfions-nous de tout ce qui ferait retour à des images brutes. Le propre de civilisation, c'est justement de les légender. Les champs psychiques et thérapeutiques n'ont pas cessé de continuer à questionner ces images qui, donc, pour Freud, étaient avant tout des images mentales, des images invisibles, des images de fantasmes. Et aujourd'hui, dans nos cabinets, ces images de fantasmes continuent d'exister et se déclinent, par contre, de plus en plus de nouvelles questions qui auront à voir entre ces images mentales qui sont plus beaucoup mises en valeur et puis le flux virtuel de ces images et comment on va réussir ou pas à travailler cette articulation entre un imaginaire virtuel et symbolique. Seraient-ce les images mentales et les fantasmes qui seraient dès lors les plus vulnérables, comme affadis par leurs cousines très éloignées que sont ces images archi-réelles des mondes numériques. Donc, ne serait-ce pas notre propos d'avoir une inquiétude sur ce que ces images réelles et virtuelles fabriquent comme support parcellaire, multifragmentaire, communautaire presque, et qui ne font plus lien dans une loi symbolique universelle qui ferait référence un peu commune, collective, et ce par un retour acclamé à l'émotionnel et aux sensations choisies en fonction de chacun de ses goûts et attraits individualistes. Autant de questions à venir peut-être bien fondamentales que les adolescents d'aujourd'hui qui vont devenir bientôt grands auront à travailler aussi. Et je conclus juste en disant que, selon moi, nul doute que le corps sera de la partie en premier chef dans cette nouvelle réflexion de la subjectivité à l'heure des écrans à venir. Voilà. J'ai accéléré, hein. Des questions? Ah. Monsieur Adam. Bien, merci beaucoup Sylvie. En tous les cas, c'est tout à fait, je dirais, à la mode maintenant, tout ce que tu as dit. Mais ce qui est intéressant, bon, tu parlais de Freud qui ne s'intéressait pas tellement aux images, mais plutôt aux images mentales. Bon, il était juif. Or, on sait très bien que dans la Torah, un des 10 commandements dit « tu ne te feras pas d'image ». Or, pourquoi? Parce que derrière l'image, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? En hébreu, avoda zara, ce qui veut dire travail étranger. Moi, je dirais travail falsificateur. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Toute image
amène une falsification de la réalité. Ben oui. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer avec Monsieur Scara, également psychanalyste. C'est à vous. Bon, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, en particulier M. Marceau, l'association Mahavar, Gérard Pommier qui m'a mis en lien avec vous. Je suis donc médecin directeur d'un CMPP et je vais focaliser les choses par rapport au travail qui se fait actuellement dans les CMPP, aux dérives en cours et je dirais aux interrogations que ça suscite pour moi sur la place de la psychanalyse dans la cité. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est qu'au fond, qu'il y ait une manifestation consacrée à la psychanalyse en ces lieux pour une première fois, ça me fait déjà pour moi extrêmement plaisir dans la mesure où on est à une époque, en un temps extrêmement difficile pour la psychanalyse, puisqu'elle paraît de plus en plus mise à mal, décriée comme étant passéiste, voire obsolète, déconsidérée comme si elle était dénuée de fondements scientifiques, ignorée ou bonne à jeter aux gémonies. Il est vrai aussi qu'on a un retour des questions autour du centenaire de Freud, etc., mais qui font que ça va au-delà de ces criticateurs et je dirais des attaques sulfureuses qui visent à tuer la psychanalyse en tant que discipline et en tant qu'invention. Et je dois insister sur le fait que c'est quand même une discipline, il suffit d'entendre ce qui se dit aujourd'hui, qui continue d'avoir des praticiens pour l'exercer, des personnes ex-analysant, sujets en cours d'analyse, lecteurs divers de ces élaborations théoriques, qui reconnaissent sa valeur clinique, ses bienfaits thérapeutiques, ses enjeux éthiques, son indéniable influence humaniste dans les domaines du social et de la culture, pour reprendre le terme de Freud. La psychanalyse s'interroge toujours sur dans quoi on baigne, dans quel malaise social on baigne et la façon dont on doit s'interroger sur la place de sujet qu'on peut y occuper et aussi pour les analystes à une certaine fonction. Je vais commencer par rappeler quelques apports fondamentaux de la psychanalyse qui me paraissent à la fois reconnus et incontestables. Ensuite, j'évoquerai l'institution CMPP, ses fondements, ses visées, son cadre juridique, en évoquant les lois les plus récentes et la façon dont elles, je dirais, elles viennent épouser, je dirais, le discours social ambiant concernant la psychanalyse, la conception, en particulier l'évolution idéologique des tutelles concernant la conception des soins, et pas seulement pour les CMPP, leur déconsidération ou leur abandon des avancées de la psychanalyse, mais aussi, j'y insiste, de la pédopsychiatrie, au profit d'une fascination quasi univoque pour les neurosciences, ce qui ne veut pas dire que les neurosciences n'ont pas leur utilité. Je conclurai aussi sur les difficultés thérapeutiques et éthiques qui en résultent pour les cliniciens qui se réfèrent à la psychanalyse et qui sont encore en nombre dans les CMPP, et sur quelques suggestions. Je ferai allusion en particulier au travail collectif de psychanalystes qui va bientôt, j'espère, être médiatisé, où un certain nombre d'associations analytiques, un certain nombre d'analystes y ont contribué et vont peut-être permettre de faire entendre quelque chose, je dirais, aux citoyens et aux tutelles politiques. Mais la question de fond, pour moi, c'est la suivante concernant les CMPP. Comment ramener les tutelles politiques à la raison alors qu'elles semblent ne plus considérer que la relation, tout simplement, soignant-soigné au sens large, je ne parle pas simplement par rapport à l'analyste, est fondée depuis toujours sur la parole et le transfert. Est-ce que les CMPP, entre autres, ont encore un rôle à jouer en la matière? Les quelques points significatifs, je vais passer rapidement. Ce sont ceux qui concernent, et qui sont les points, je dirais, des points clés concernant la psychanalyse, l'approche et l'élaboration analytique, et qui méritent d'être rappelés et soulignés, et qui ont compté, je dirais, dans la mise en place des CMPP et même des BAPU. Je dirais que ce sont des points à la fois attestés par la clinique, même si on ne peut plus l'entendre, intégrés à notre culture de masse, et pas seulement dans les milieux intellectuels, même si un certain nombre de notions sont galvaudées et je dirais un peu, n'ont plus leur caractère subversif. Intégrés, oui, je dis, et puis je voudrais insister sur le caractère universel des conditions qui permettent à chaque humain de s'humaniser. Ce sont des conditions fondamentales qui vont au-delà des particularités et des modalités et des enjeux propres à chaque culture et à chaque civilisation.
La première chose à indiquer, c'est, on l'a dit ce matin, c'est que nous sommes des êtres de parole. Quand on évoque les êtres de parole, il ne s'agit pas de dissocier la question du corps et du psychisme. C'est toujours corrélé parce que les lois du langage, la parole, fait que nous avons cette condition humaine, que nous sommes dotés de la parole et que nous ne sommes pas des animaux comme les autres et qu'à ce titre, quand on n'a pas de parole, on ne peut pas dire ce que c'est qu'un corps, on ne peut pas métaphoriser un corps, on ne peut pas dire de quoi il en retourne, on ne peut pas parler sur le corps, pas plus que d'ailleurs sur le rapport au monde. Tout cela nous laisse entendre que nous sommes non seulement dotés de la parole, mais soumis aux lois du langage qui déterminent justement le champ de l'inconscient. Cette aptitude si humaine n'est pas à situer au même niveau de fonctionnalité que les autres fonctions humaines. Un enfant, je dirais, doit communément entrer dans la parole et le langage avant même d'appuyer sur les touches d'un clavier d'ordinateur. Est-ce que nous sommes si sûrs que cela s'apprenne? Bien sûr, il y a des méthodes cognitives, il y a des méthodes d'apprentissage. Mais ce qui déclenche l'entrée dans la parole reste toujours un mystère. Je voudrais le souligner. Et d'ailleurs, dans les CMPP ou dans les lieux de consultation pour enfants, on a souvent affaire à ces parents désemparés devant un retard de parole et de langage, et pour lesquels il faut rappeler cette difficulté majeure. Il faut rappeler qu'effectivement, il existe diverses façons d'aborder ces difficultés, qu'elles ont une pluralité, c'est une symptomatologie qui renvoie à plusieurs éléments, je dirais, de la nosographie, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de leur faire entendre qu'on ne peut pas recourir dans l'immédiat à une difficulté aussi majeure qu'un retard de parole et de langage. Et aussi qu'il peut y avoir des suppléances, des façons, je dirais, de travailler qui demandent du temps avec l'enfant pour que l'enfant puisse entrer dans la parole et le langage dans un second temps, mais qu'au fond, cet accès à la métaphore, tous les enfants n'y parviennent pas, même s'il y a des moments de suppléance. Il faut savoir différencier cliniquement un enfant qui va se structurer sur un mode névrotique, pour le dire radicalement, d'un enfant psychotique. C'est quand même des choses différentes. La deuxième chose, le second point, c'est de rappeler quand même l'importance de l'infantile pour tout sujet humain, à quel point ça nous rattrape toute notre vie, et à quel point la question de la sexualité infantile reste majeure. Ça a été évoqué là dans différentes interventions. En particulier ce moment clé que Freud qualifiait de complexe de castration, et qui est un moment essentiel dans la mesure où il vient nouer le logos, c'est-à-dire la parole, à l'interdit de l'inceste, en inscrivant un manque qui fait que du sujet humain, un par-l'être devient un sujet désirant, un sujet pris dans l'altérité du pacte de la parole qu'il va nouer avec l'autre du langage, qui veut dire la façon dont la relation primaire à la mère, on va dire, et aussi à la façon dont le tiers paternel intervient, va y contribuer. Autre point, l'intrication permanente entre l'éros et le thanatos, puisque cette conceptualisation majeure chez Freud fait entendre toute la difficulté dans la pratique clinique de l'affaire. On sait comment un symptôme peut résister, demande du temps, résiste à sa levée, et il y en a toujours des traces, parce que c'est aussi l'identité singulière d'un sujet. Mais aussi dans la vie sociale. Il suffit de regarder le côté destructif de notre humanité au fil du temps. L'autre aspect important, c'est que la psychanalyse a permis d'intégrer, ça a été évoqué tout à l'heure avec le propos de M. Chabot, toute la dimension du transfert, de sa dynamique, ce qui en fait une clinique du transfert. Pourquoi c'est important de dire c'est une clinique du transfert? Parce que c'est une clinique où le praticien n'est pas un simple observateur, il y est partie prenante. Il y engage sa responsabilité et ce qu'on peut appeler son désir du psychanalyste dans le transfert, dans la rencontre toujours singulière avec un patient. Par exemple, avec un enfant, il y a toujours place, il y a le surprenant, le surpris, etc., à la surprise. Si on n'est pas pris dans cette surprise, on ne peut pas être pris dans l'inventivité de ce qui peut en découler. J'y insiste parce que c'est au fond quelque chose qui met l'accent sur quoi? Sur le fait que le transfert relève toujours d'une dynamique singulière qui échappe aux critères de modélisation scientifique. Ça a été dit aussi. Je dirais qu'à ce titre, la psychanalyse, le discours analytique, vient rendre compte de son côté antipathique, et c'est ça la difficulté, c'est le travail avec justement les neurosciences, antipathique
aux exigences de rationalité, de méthode, qui sont prédominantes dans le modèle actuel, qui est un modèle mondialisé unique de recherche scientifique, par exemple, comme celui de l'evidence-based medicine. Enfin, j'insisterai sur ce point qui paraît fondamental, c'est que la psychanalyse n'a pas vocation à constituer une Weltanschauung. Ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à être dans une volonté hégémonique de conception globale du monde. Hein. Le discours analytique, c'est un discours qui participe d'une circularité des discours et qui s'inscrit avec sa spécificité pour faire valoir quoi? La dimension du manque, la dimension de l'impossible, la dimension de ce que Lacan appelait le réel. Mais toujours dans le respect des autres disciplines. Ce n'est pas pour rien que les analystes, les théoriciens, se sont toujours nourris des autres disciplines. C'est ce qui fait aussi, dans les CMPP, la question de la pluridisciplinarité qui est absolument indispensable à entendre. J'en viens, et de toute institution soignante. J'en viens au CMPP. Je vous rappelle que ce sont des lieux ambulatoires de consultation pour les enfants, les adolescents et leurs familles, en principe de 0 à 20 ans, très largement associatifs, inscrits dans le champ du médico-social, qui nécessitent une affiliation des parents à la sécurité sociale pour pouvoir s'y inscrire, et que ce sont des institutions qui ne sont pas sectorisées, à contrario des CMP, qu'il faut différencier, qui ont un travail qui n'est pas tout à fait le même, mais qui est tout de même un travail qui est rattaché au secteur, aux intersecteurs de pédopsychiatrie publique, et où les soins sont gratuits et délivrés sans avoir à exiger une affiliation à la sécurité sociale. Je dois vous dire, moi, en tant que médecin directeur de CMPP, et pour avoir été par le passé responsable de CMP adulte, que j'ai assisté et que j'assiste à cette paupérisation totale du secteur public qui fait qu'il y a des files d'attente interminables dans les CMP et que, évidemment, ça vient au niveau des CMPP qui eux-mêmes aussi ont des files d'attente. Mais les politiques de secteur public font que les sectorisations qui étaient l'apanage de l'après-guerre, d'un travail de nouage dans le lien social, c'est complètement délité et n'est plus du tout valorisé. On le laisse tomber. Alors c'est pour ça que je voulais insister sur cette dimension politique. Bon, vous n'ignorez pas qu'il y a eu un premier centre qui a été créé en 1946, qui s'appelait d'ailleurs Centre médico-psychologique, je crois, avant les CMPP. C'était dans l'après-guerre, c'est dans un moment où la psychanalyse avait une place importante. Des grands noms de la psychanalyse y ont contribué. Dans un moment, je dirais, de reconstruction intensive d'après-guerre, et où on avait repéré que des enfants qui présentaient des difficultés scolaires et éducatives avaient besoin d'un certain suivi pour entendre la valeur symptomatique de leurs difficultés d'apprentissage, quitte à spécifier les soins en fonction du type de difficulté d'apprentissage, et d'entendre le nouage entre le pédagogique et le thérapeutique. Mais c'était toujours dans une visée de soins. Et alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en mars 56, je ne sais pas si les gens le savent, mais la psychanalyse, avec c'était noté, rééducation psychothérapique, rééducation psychomotricienne, rééducation de la parole, personnel compétent, etc., la psychanalyse était citée parmi la discipline et en même temps la technique thérapeutique qui permettait de soigner dans les CMPP. C'est pas pour rien que les psychanalystes avaient noué ce travail avec les gens d'éducation nationale et on sait combien c'est important. Elle y était donc expressément nommée et citée, la psychanalyse. Mais ce qui était nommé aussi, c'était une palette de soins possibles, une pluridisciplinarité sous une responsabilité médicale et un travail de guidance parentale, du travail analytique singulier, et tout ceci exercé par des personnels qualifiés. Vous savez que depuis, des législations sont advenues, des législations qui sont aussi dans l'air du temps, qui témoignent des évolutions de notre contemporain, des mutations sociales, des points de vue différents sur le plan sociétal. Évidemment, ces législations sont advenues et ne sont pas sans retentissement directement dans les CMPP. Je parle là du champ du médico-social. On peut parler du sanitaire, c'est à peu près la même chose, avec des mots un peu différents. Tout ceci témoigne des changements sociétaux et des exigences démocratiques. Je vous citerai simplement la loi de 2002 sur le droit des usagers, où le terme de patient disparaît, je vais aller au plus vite, et où le terme d'évaluation externe et interne des établissements et des prestations apparaît.
Et c'est un point extrêmement important quand on sait la façon dont l'évaluation a épousé en même temps les visées scientifiques que tutelle politique pouvait exiger, mais en même temps l'idéologie du tout science. Comme il y avait le tout psychanalytique peut-être un certain temps, c'est passé à toute la science. Bon. La seconde loi, c'est la loi Kouchner qui porte cette fois sur les malades, leurs droits, leurs responsabilités. Et on a vu là commencer à advenir dans les CMPP des questionnaires de qualité et des réunions rencontres avec les familles, ce qui en soi ne peut pas être critiquable, ce qui en soi peut amener aussi une réflexion, parce qu'on ne peut pas travailler de manière autarcique dans les CMPP. En tout cas, moi, je n'ai jamais travaillé de cette façon. Mais toutefois, interrogeant la façon dont les cliniciens ont à se débrouiller avec ça, et pas simplement les psychiatres ou les psychologues, mais aussi les orthophonistes, les psychomotriciennes, l'assistante sociale. Je rappelle une chose qui n'a pas été suffisamment dite, enfin que je ne l'ai pas dite, c'est à quel point les CMPP ont participé aussi d'un certain nouage dans le social. Travaillant moi-même à Villeneuve-Saint-Georges, on reçoit beaucoup de populations défavorisées, et à quel point on a participé à l'affaire pour créer aussi du lien social, hein, pas simplement éducatif, pédagogique et de soutien thérapeutique. Alors, le plus remarquable, c'est la synergie qui s'est mise en place entre ces législations et l'approche conceptuelle prédominante actuelle des problèmes psychopathologiques. J'ai oublié le troisième élément, c'est la loi, évidemment, les MDPH, la création du terme de handicap, les personnes handicapées, qui a remplacé la loi de 75. Je passe. Mais je disais, le plus remarquable, c'est la synergie qui s'est mise en place entre ces législations et l'approche conceptuelle prédominante actuelle des problèmes psychopathologiques. C'est la traduction explicite des choix idéologiques et politiques des pouvoirs publics. C'est aussi l'influence anglo-saxonne qui se fait sentir, avec certains aspects qui sont positifs, mais pour la plupart, vous allez voir ce qui me paraît, moi, catastrophique. À savoir que le handicap, ça peut s'entendre dans le retentissement fonctionnel, avec les droits qui vont avec, les compensations, etc. Mais la notion de handicap, comme vous le savez, s'est substituée à la notion de maladie. L'évaluation quantifiée de son retentissement fonctionnel, les pourcentages familial, scolaires, professionnels, a pris le pas sur l'abord psychopathologique qualitatif et précis de la symptomatologie. La valeur singulière du symptôme dans le transfert, c'est pour ça que c'est volatilisé. La clinique est réduite à des descriptions de signes, à un abord épidémiologique, à des questionnaires individuels, à des enquêtes sociologiques, à des protocoles d'évaluation, à des contractualisations thérapeutiques. Tout ceci tend à effacer la parole au profit de la communication, et le comportement et la conduite deviennent les seuls repères dignes de foi sur le plan scientifique, au détriment de toute clinique du transfert qui, elle, témoigne du cas par cas. Cette clinique du handicap balaye du même coup tous les travaux majeurs et déterminants de la pédopsychiatrie. Il n'est plus question de symptômes, au sens médical même du terme, de pathologie, on parle de troubles. On va favoriser le chiffrable, le quantifiable, trouver des méthodes efficaces, le plus tôt possible, le plus rapidement possible, même s'il faut agir rapidement, qui nie l'inconscient des dits handicapés, mais qui met en avant, et qui mélange un peu l'ensemble, mais qui met en avant leur machinerie cérébrale et la nécessité de rééduquer ceux qui n'y fonctionnent pas. On a ainsi toute la série des 10 dont on sait la complexité et la valeur symptomatique pour un enfant, à entendre aussi non pas comme un symptôme purement personnel, mais à entendre aussi dans la dynamique familiale et dans la façon dont les choses se transmettent de génération en génération, et aussi de l'environnement social, parce que vous savez que les facteurs sociaux sont quand même considérables dans toutes ces affaires. Cette orientation clinique désormais prévaut, forte d'être accréditée par les tutelles et confortée par des choix politiques. Elle s'appuie sur les apports des neurosciences, épousant de fait les classifications psychiatriques américaines que beaucoup de psychiatres et de cliniciens détestent, mais c'est ainsi, le DSM, plus que la CIM, et qui sont établies sous la forte impuissance. C'est génial, c'est moi qui fais un souhait. La surpuissante industrie pharmaceutique. Ça nous laisse impuissants, d'une certaine façon. Elle heurte les cliniciens formés à la psychanalyse et à la tradition pédopsychiatrique. Car cette tendance entretient l'illusion que les méthodes rééducatives, cognitives, comportementalistes, associées à un traitement médicamenteux qui peut avoir sa nécessité, personne, pourraient seules suffire à traiter les enfants et les adolescents. Sans contester leur intérêt, je répète, leur bien fondé pour certaines indications. Elle masque les aspérités et difficultés propres à tout transfert.
la temporalité qu'il nécessite, les résistances aux symptômes de l'enfant, le caractère symptomatique de tout trouble, entre guillemets, qui peut être aussi le témoin, comme je l'ai dit, du malaise familial. Il s'en déduit que 5 minutes, bon, sinon 3 minutes. Il s'ensuit que les orientations des pouvoirs publics sont de plus en plus, en matière de soins, ne sont pas anodines et qu'elles sont de plus en plus anti-analytiques. La question se pose de savoir si les changements de paradigme cliniques, juridiques, idéologiques, promus par les tutelles, restent compatibles avec les orientations, par exemple, initiales des CMPP. Dans quelle mesure les CMPP pourraient-ils évoluer sans être en porte-à-faux vis-à-vis des principes fondateurs de l'après-guerre, celui où la psychanalyse a encore une place importante? Vous pouvez aisément en déduire les débats contradictoires qui se font jour actuellement à partir des exigences accrues des tutelles à évaluer, à se conformer à l'esprit des lois récentes sur le handicap, à invectiver les cliniciens du côté des recommandations des bonnes pratiques professionnelles, à faire en sorte qu'ils se mettent en conformité aux recommandations de l'HAS et de l'ANESM, qui sont mandatées pour centraliser et faire appliquer les conclusions supposées scientifiques des experts. Or, le problème est que la représentativité de ces instances, il n'y a pratiquement plus de psychanalystes qui interviennent dans ces conclusions consensuelles et dans les orientations données. Ne faut-il avoir à l'esprit que pour les 10 patients présentant, selon le DSM, un dit trouble du spectre autistique, ces hautes instances ont préconisé des interventions éducatives, comportementales et développementales avant 4 ans, mais ont conclu à l'absence de pertinence des interventions fondées sur les approches analytiques et sur la psychothérapie institutionnelle. N'y a-t-il pas dans ces avis une prise de position manifeste qui oublie curieusement l'expérience considérable des soins portés à ces enfants par des analystes au sein d'institutions qui s'inspiraient aussi de la thérapie institutionnelle? Est-ce qu'on n'a pas oublié tous les travaux des pédopsychiatres, qui ne sont pas forcément des analystes, et qui ont contribué au développement du secteur? Les temps ont changé, on peut changer les choses, mais on doit garder quand même des éléments importants. Est-ce qu'on ne peut pas déplorer l'éviction de toute complémentarité des approches thérapeutiques telles qu'elle est préconisée en CMPP? Je dois dire que la majorité des praticiens des CMPP sont extrêmement sensibles à cette complémentarité, même s'ils ne veulent pas faire de la psychanalyse une psychanalyse toute puissante. Mais il s'agit aussi de rappeler l'intérêt de la lecture analytique et du discours analytique. Je vous rappelle aussi que dans les CMPP, nous heurtons de plus en plus à une difficulté. C'est que nous ne sommes pas considérés comme des centres référentiels sur certaines pathologies. On considère qu'il y a des lieux extrêmement spécialisés. On a affaire à ce moment-là à des parents qui viennent avec des prescriptions de thérapie, de rééducation orthophonique, etc. et qu'il n'y a aucun relais. Aucun relais. Il y a des gens qui prescrivent pour 6 mois un traitement, je pense à des traitements de TDAH, c'est-à-dire des troubles de l'attention, dont on a fait une entité qui est pseudo-scientifique. Et on voit bien que les parents arrivent avec une demande et qu'il va falloir se débrouiller avec des prescriptions qui sont faites dans un lieu, avec un diagnostic tout fait. Et ce qui est important, c'est de travailler pas à pas avec cet enfant ou cet adolescent. Bon. Donc le contexte actuel a incité un certain nombre d'analystes à essayer de se réveiller, dont Gérard Pommier et d'autres, et à dire, bon, il y a des enjeux de transmission de la psychanalyse là qui doivent être portés, je dirais, à l'échelle de la cité. Et devant ce discrédit qui remet en cause la portée conceptuelle, clinique, éthique et thérapeutique de l'analyse, nous sommes un certain nombre à considérer que non seulement on fait partie des gens qui ont leur cabinet, comme c'est mon cas, qui ont une pratique libérale depuis des années, mais aussi que l'impact institutionnel est absolument à prendre en compte. Je saisis l'occasion de cette journée simplement pour dire qu'il y a un rapport récent sur les avancées et les apports des psychanalystes français dans le champ de la santé mentale, de la jeunesse et de la culture, qui, j'espère, va passer au niveau des tutelles et aussi des citoyens. Gérard Pommier y a écrit, moi aussi, on est plus de 30 analystes. Toutes les institutions analytiques, ou pratiquement, ont donné leur accord et ont considéré que c'était un rapport important. Cependant, ce qui est le plus important, c'est que, comme aujourd'hui, c'est une journée qui se passe pour la première fois sur la question de la psychanalyse à proximité de l'Assemblée nationale, on a réussi là, les gens qui ont, en particulier, Patrick Landman et d'autres, Tristan Garcia-Enfons, etc. On a réussi à ce que il y a à la fois un caractère vivant de la psychanalyse qui est encore marqué, et aussi faire en sorte que des psychanalystes d'obédiences diverses se sont mis d'accord sur cette affaire.
Pour conclure, dans le volet jeunesse auquel j'ai participé, nous avons beaucoup questionné le statut de l'enfant. Parce qu'en toile de fond, c'est ça la vraie question. Quel est le statut de l'enfant dans la société actuelle? Nous avons essayé de prendre en compte la place, les aspirations démocratiques, les implications des familles et des associations de parents dans l'orientation des soins. Nous avons été attentifs à associer et impliquer les familles dans les soins, mais sans en faire, c'est quand même extrêmement important, sans en faire en 3 mots, pour autant des co-thérapeutes de soins. De même que nous saurions considérer que les enseignants pourraient devenir des praticiens détecteurs de troubles et promoteurs de diagnostics dans les écoles, comme ça a été le cas préconisé pour le TDAH, car leur fonction est avant tout d'enseigner. Quand bien même il est capital qu'ils en appellent aux professionnels du soin in situ à l'école pour faire part de leurs inquiétudes. Encore faut-il qu'il y ait des professionnels du soin à l'école, puisqu'il y a de moins en moins de postes de psychologues scolaires et encore moins de médecins scolaires. On ne peut travailler pour la collectivité et pour chaque enfant en difficulté qu'en prenant la mesure de ce que chaque professionnel peut dire et faire à sa place au titre de sa fonction. Il est fondamental, je le répète, de respecter la disparité des places, des fonctions et des discours de chaque professionnel qui est concerné par la situation d'un enfant. La disparité aussi de la place des familles. C'est en cela que la pratique en CMPP est enseignante, notamment dans le tissage des liens privilégiés de travail nécessaires aux soins et l'accompagnement social de tel ou tel enfant et ses familles. C'est ce qu'on peut faire dans des synthèses. Ceci permet de prendre aussi quelques distances vis-à-vis de cet idéal devenu si populiste, je vais le dire comme ça, et si répandu, d'une transparence généralisée, sous prétexte que nous parlerions tous la même langue et sans prendre en compte la disparité des subjectivités individuelles et des fonctions des professionnels. Voilà, excusez-moi. Voilà, je crois que notre journée est terminée. Ouais, une question. Un petit mot, allez. Mon cher docteur Ciara, je crois que vous prêchez des convaincus. Il se trouve que ces dernières années, en effet, nous avons affaire à une déferlante, à un tsunami de politique absolument aberrante qui, en plus, ne s'exporte pas comme ça d'Amérique à ici, l'Angleterre à ici. Moi, je me souviens du rapport Cléry-Melin qui voulait décréter qu'il y ait un préfet de santé mentale qui allait ordonnancer les soins. Ensuite, il y a eu le guide des bonnes pratiques. Ensuite, le pas de zéro de conduite à l'école avec un dépistage précoce pour évaluer si à 15 ans, il deviendrait ceci ou cela. Et enfin, il y a eu le fameux amendement Accoyer, ici même, qu'on a défendu à plusieurs. Alors, il se trouve qu'une bande de psychanalystes et de psychologues, d'infirmiers, d'infirmières qui s'élevaient contre cet amendement Accoyer se sont constitués, même si c'était une nébuleuse, ce n'était pas le même groupe. Et il se trouve qu'à partir de ces forums où il y avait des gens très disparates, nous avons fait reculer l'amendement Accoyer. Donc j'ai envie de dire que bravo, continuons le combat, mais on ne peut pas tout, mais à plusieurs. Oui, d'où l'intérêt des relations transversales entre les associations analytiques, par exemple. Bon. Bien. Merci beaucoup. La journée est terminée et nous allons mettre sur YouTube l'intégralité du congrès. Les personnes qui veulent une copie du DVD, ils n'ont qu'à m'écrire un petit mot, je ferai le mon possible pour leur envoyer. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Nous avons fait à peu près 25 congrès durant ces 35 dernières années. Et à 5h30, 6h du soir, il n'y avait jamais eu autant de monde. Merci beaucoup.